Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Et là sachez que cette vidéo en contient pas mal, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous proposer mon top film de la décennie 2010-2019. Un top vraiment personnel que vous ne verrez, je pense, nulle part ailleurs. Je précise que en vérité c'est une liste et pas un véritable classement. Et que je n'ai pas fait année par année parce que je trouvais que ça n'avait tout simplement pas de sens, puisque niveau cinéma on peut avoir une meilleure année qu'une autre, tout simplement. En tout cas j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera quelques idées de films à voir, histoire de vous occuper un peu au prochain confinement par exemple. Et donc, juste avant de démarrer ce top 10 des films de la décennie 2010-2019, on va commencer en douceur avec quelques mentions honorables. Donc des films pas présents dans ce top, mais qui vont vous donner encore plus d'idées de films à voir, et surtout, qui vont faire monter le suspense. Ah, et j'oubliais, vous aussi dans les commentaires, faites-moi part de votre propre top, et on en débattra tous ensemble. Allez hop hop hop, on est parti avec une première session de mentions honorables. Mention honorable, Roma. J'en avais fait une critique à l'époque. C'est juste magnifique et quasiment parfait techniquement. Sobre, élégant, touchant et dans une époque trouble. Le portrait intime de cette jeune domestique mexicaine dans une famille aisée durant la Révolution est juste incroyable. Les actrices sont exceptionnelles de justesse et sont particulièrement attachantes. Bref, une perle en noir et blanc par l'inénarrable Alfonso Cuarón à voir absolument. Dallas Buyers Club, biopic sordide au cœur des années 80, lors de l'émergence d'une nouvelle infection alors inconnue, le sida. On y suit le combat intense et touchant contre cette maladie d'un Matthew McConaughey incarné, et décharné pour le coup dans une Amérique sortant de son âge d'or. Humain, drôle, poignant et caustique, un incontournable. Autre biopic, cette fois sur une opération d'infiltration, aussi jouissive que drôle, avec Argo, où l'on suit Ben Affleck et son équipe, en faux réalisateur, venus délivrer des ressortissants retenus prisonniers dans l'Iran des années 70. Fun, inventif, magnifiquement interprété, et superbe visuellement, à ne rater sous aucun prétexte. Et encore un biopic avec Spotlight, autour d'une enquête minutieuse sur une affaire sordide ayant secoué l'église catholique. Extrêmement bien joué, quasi documentaire, précis et bien que académique, ça reste incroyablement bien réalisé et absolument passionnant en termes d'immersion et de réalisme. Bref, une œuvre puissante à ne pas laisser passer. Je suis ici avec vous parce que je veux qu'on raconte la vraie histoire et qu'on dise toute la vérité. Ça y est, on démarre enfin le véritable top avec le premier film de la liste, J'ai rencontré le diable. Thriller horrifique sud-coréen particulièrement sanglant, réalisé par Kim Jae-won et sorti chez nous à l'été 2011. Un mystérieux tueur en série sévit en Corée du Sud et finit par s'en prendre à la mauvaise personne, la petite amie d'un agent d'élite. L'occasion pour nous, en tant que spectateurs, de vivre un face-à-face absolument tonitruant. Sombre, violent, haletant et inquiétant. Le long métrage est servi par une réalisation plastique tout bonnement exceptionnelle, aussi bien en termes de photographie que d'étalonnage, les jeux de lumière, les contrastes, tout est réfléchi et magnifiquement mis en scène. Un vrai régal esthétique pour les yeux. Tout ce travail formel permet l'instauration d'une atmosphère angoissante et sordide, absolument éprouvante mais fascinante. En outre, l'opposition des deux protagonistes, impériaux dans leur rôle, campés par des Lee Byung-hun et surtout le génial et démoniaque Choi Min-sik, fait rentrer en collision justice objective et ordre moral. Une véritable référence du polar noir, sanglant, ultra maîtrisé et sadique, pour les amateurs du genre, mais que les âmes sensibles devront éviter à tout prix, car elles ne sont résolument pas prêtes pour ce tourbillon infernal de noirceur ignoble. Mon conseil, le regarder en VO, pour bénéficier des voix pénétrantes et stressantes des acteurs. Comme vous le voyez, on démarre fort avec ce top de la décennie. Et même si je dois admettre que le film est un poil complaisant avec le mal, avec un aspect un peu voyeuriste et malsain, il s'en dégage néanmoins une portée philosophique indéniable. L'un des tout meilleurs films d'action sud-coréens qu'il m'ait été donné de voir, tout simplement. Second film de cette liste, on reste sur un film étranger intitulé Dans ses yeux. Film policier argentin de Juan José Campanella et adapté du roman La pregunta de sus ojos. Désolé, pas sûr pour l'accent. De Eduardo Sacheri. Réalisé en 2009 mais sorti en France en 2010, donc pour le top on est bon. Un ancien agent judiciaire à la retraite profite de son temps libre pour démarrer l'écriture d'un roman, inspiré d'une affaire qui le hante depuis plus de 25 ans. Su Alteza. Surprise. Ça a été une énorme claque quand je l'ai vu au ciné à l'époque.
très bien joué, avec des acteurs charismatiques qui jouent habilement sur deux temporalités. Les personnages principaux sont attachants, passant avec facilité du registre dramatique au registre de la comédie. Parce que oui, on a beau suivre une enquête particulièrement sombre et sordide, de nombreux passages font sourire et détendent l'atmosphère. La romance amoureuse, en toile de fond, amuse, mais permet également d'accentuer la tension dans les moments plus sombres, et dans lesquels on s'inquiète vraiment pour nos protagonistes. La mise en scène est sobre, jouant avec élégance et maîtrise sur la profondeur de champ. La photographie travaillée et stylisée, s'appuyant sur un grain d'image joliment poussiéreux. Le film charrie des thématiques matures, telles que le deuil, l'amour et la justice, et propose quelques scènes super marquantes comme des plans absolument formidables dans un stade de foot ou dans un ascenseur, ou des plans plus intimistes et touchants, alternant entre jeux de regard maladroits et quiproquos habiles. En plus, ajoutez à tout ça un montage ingénieux, découpant intelligemment les deux temporalités, des musiques envoûtantes et pas mal de rebondissements à travers une histoire haletante, et vous obtenez franchement un thriller super abouti et passionnant. Donc vraiment, jetez-vous sur cette petite pépite, vous ne le regretterez pas. On enchaîne avec une comédie française qui m'a énormément plu. Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. Et réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache et sorti en 2011. La rencontre de deux mondes que tout oppose. À travers deux individus, l'un assez précaire et issu de quartiers difficiles, et l'autre paraplégique fortuné, qui ont pourtant bien plus en commun qu'ils ne le croient. Drôle et touchant, l'équilibre de ce récit intimiste et contemporain, inspiré d'une histoire vraie, saisi par la justesse de ces situations, oscillant entre passages dramatiques très sérieux et petits moments de bonheur partagés, tantôt loufoques, tantôt malicieux. Les interprètes sont naturels et généreux et rendent l'ensemble hyper frais et très humain. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? La mise en scène parvient à garder un dynamisme de tous les instants, en multipliant les situations bien enlevées et jouissives, à l'aide notamment d'une bande-son tout bonnement fantastique. Le film propose en outre une métaphore sociale sur le vivre ensemble, ou sur les moyens d'action pour dépasser le fossé qui perdure entre riches et pauvres, avec une bienveillance sincère et quelques instants de bravoure particulièrement savoureux. Alors oui, ça refait pas le monde, c'est un peu niais par moments, mais c'est cool, ça fait du bien et ça donne le sourire. L'histoire est simple, tout le monde peut se reconnaître dans les personnages, dans leurs relations d'amitié, autant que dans les galères du quotidien. Donc un super divertissement, très efficace, plus profond qu'il n'y paraît et résolument attachant. Alors pour toutes ces raisons, je vous le conseille. Et il figure dans mon top film de la décennie 2010-2019. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je crois que vous allez être surpris concernant les autres films présents dans le top. Ah, et j'en profite pour vous inviter à liker, à commenter et à partager, si vous aussi ça vous a fait marrer de voir Omar Sy danser sur Boogie Wonderland des Earth, Wind and Fire. Coucou! Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne si vous avez apprécié ce début de vidéo. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Voilà, c'est bon comme ça? Attends! Alors, on poursuit tout de suite cette liste avec 4 nouvelles mentions honorables. Magnifique comédie dramatique de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel nous plonge dans un hôtel particulier dans l'entre-deux-guerres, à travers un récit vif, coloré et flamboyant. La galerie de personnages atypiques et attachants nous emmène dans leurs allées et venues, drôles ou tragiques, enthousiastes ou cyniques, mais toujours avec virtuosité et volupté. Bref, plongez-y vous aussi, plaisir garanti. Patient. Une superbe comédie française de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, à la fois touchante et drôle, très bien jouée et dans un univers pas souvent montré à l'écran, à savoir celui des hôpitaux pour personnes handicapées et services de rééducation. Les acteurs sont super naturels, c'est passionnant et en plus inspiré de la vie de l'artiste. Donc si vous aimez le personnage, vous ne le regretterez pas. Mais même si vous l'aimez pas en vrai, hein, je vous rassure. Avec Whiplash, Damien Chazelle dépeint une relation professionnelle et artistique toxique, qui surprend, qui émeut ou qui révolte, mais surtout qui ne laisse pas indifférent. C'est nuancé, ultra rythmé, organique et virevoltant, avec des acteurs au top et une bande originale magnifique. Bref, à voir, à ressentir et à écouter. Her nous livre une histoire d'amour 2.0 interrogeant sur l'humanité, l'intelligence artificielle ou encore la notion de fidélité. C'est une dystopie romantique, bien écrite et surtout superbement interprétée par Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, dans un univers particulièrement désabusé et morose. Bref, comme Joaquin, je suis tombé amoureux de Her, et je vous le conseille.
À présent, je vais enchaîner avec 2 films ex-aequo que je ne parviens pas à départager, même après les avoir revus récemment pourtant. Je veux bien évidemment parler de Gravity et Interstellar. Même si ce sont tous les deux des films de science-fiction à grand spectacle, leur approche, leur mise en scène ou même leurs histoires sont radicalement différentes. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Explorer est touché. Explorer, vous recevez. Explorer, à vous. Allez, je vais démarrer avec Gravity, véritable huis clos spatial à la mise en scène bluffante. Ce thriller de science-fiction d'Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock et George Clooney, sorti en 2011, raconte comment une mission en orbite terrestre tourne mal après un incident inattendu. Minimaliste en termes de lieu et d'espace, pourtant c'est pas l'espace qui manque. Le métrage s'appuie sur un concept étonnamment simple et efficace. Une astronaute débrouillarde face à une série de galères de plus en plus compliquées à gérer. La lutte face à un environnement hostile, un sentiment d'oppression exacerbé, une mise en scène au cordeau alliée à un suspense quasi hitchcockien, confère au long métrage un cachet saisissant entre danger et stress permanent. L'actrice principale, par ses jeux de regard intenses, ses mimiques naturelles et son jeu dans l'espace, tout en apesanteur et en équilibre précaire, déconcerte autant qu'elle nous emporte dans un tourbillon d'émotions contradictoires. L'ensemble est ultra spectaculaire, parfait esthétiquement, abouti d'un point de vue narratif, super crédible et cohérent en plus d'être haletant. Donc j'étais obligé de l'inclure dans mon top. Mais invariablement, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à le départager d'Interstellar. Je trouve pourtant les deux complètement différents, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'ils se complétaient en quelque sorte, qu'ils étaient comme 2 facettes d'une même évasion spatiale. Bon, en parlant d'évasion, passons à présent au cas d'Interstellar de Christopher Nolan, sorti en 2014. Et avec notamment Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, ou encore le tout jeune Timothée Chalamet. Bon, regardez les tout petits. Ce long métrage dramatique de science-fiction se déroule quelques années dans le futur, sur une planète Terre ravagée par des conditions climatiques très dégradées, poussant l'espèce humaine vers son extinction et l'obligeant à tenter le tout pour une mission spatiale de la dernière chance. Dans un premier temps, je saluerai l'énorme travail sur la musique, la photographie et la mise en scène, permettant une immersion incroyable et distillant une impression de solitude et de danger global de tous les instants. Cette sensation de fin du monde, d'instabilité et d'inconfort permanent est étirée tout au long du film à travers un scénario complexe, tortueux et brillant, ne délivrant toutes ses réponses qu'au fur et à mesure avec une parcimonie millimétrée. Les acteurs ne sont pas en reste et sont tous excellents. Même les seconds rôles et les rôles de robots, c'est dire. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Parce que c'est très ambitieux d'un point de vue scientifique, philosophique et moral. Une telle authenticité et humanité se dégage des situations qu'on se sentira facilement impliqué dans le récit et qu'on tremblera d'impatience pour connaître le fin mot de l'histoire, après avoir tremblé de stress pour le sort des héros, bien sûr. Bien sûr, là je vous parle de ce film que dans les grandes lignes, mais il y aurait bien plus à en dire. Juste pour le mot de la fin, je vous dirais que c'est ingénieux dans les ressources narratives déployées, inventif dans l'imaginaire développé, et viscéral dans le sentiment d'urgence ressenti à l'écran. Alors, est-ce que c'est un grand film? Oui! Est-ce qu'il est dans mon top film de la décennie? Oui! Est-ce que j'ai enfin réussi à le départager de Gravity? Toujours pas. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Je ne suis pas un grand amateur de la saga James Bond, et pourtant j'ai été totalement conquis par le sublime et torturé Skyfall de Sam Mendes, l'un de mes réalisateurs préférés d'ailleurs, est sorti en 2012. L'agent secret 007, incarné par Daniel Craig, est cette fois opposé à Javier Bardem, dans un thriller intimiste de survie où il sera nécessaire pour lui de renouer avec ses racines. Esthétiquement, ce 23e volet des aventures de l'agent secret britannique le plus célèbre en met plein la vue, et non pas par une action omniprésente, mais au contraire, grâce à des ambiances feutrées et maîtrisées, fixées par le regard du génial Sam Mendes. Du Shanghai luminescent au Highland brumeux d'Écosse, la photographie est un immense régal. La mise en scène propose de nombreuses fulgurances, soulignant brillamment l'action et s'attardant comme rarement un épisode de la franchise ne l'aura fait sur ses protagonistes, sur leur motivation, leur désillusion et autres circonstances de leurs actes. On a droit à un James Bond humain dans un univers nettement plus réaliste qu'à l'accoutumée, et ce retour aux sources fait du bien.
Alors oui, il y a quelques longueurs. Mais pour ma part, j'ai été tellement captivé par l'ensemble que je dirais que ce sont juste des respirations, pas des longueurs. La confrontation avec le grand méchant est géniale, l'intrigue tient en haleine, les rebondissements sont top, et la fin est magnifique. Donc, ouais, personnellement, peut-être mon meilleur James Bond à ce jour. Et je les ai presque tous vus pourtant, je précise. Allez, avant de passer à la suite de ce classement ultime des films de la décennie, je vais vous rebalancer quelques mentions honorables, histoire de vous faire patienter un peu. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve est une suite au chef-d'œuvre de Ridley Scott absolument abouti. L'esthétique est soignée dans ses moindres détails, des choix de cadre et de réalisation aux plus petits luminaires, tout semble parfaitement à sa place. Le scénario est tortueux et bien construit, les acteurs très bons, en particulier Ryan Gosling, magnétique dans le rôle principal. Les musiques créent une atmosphère lourde hors du temps, et le film tout entier nous transporte avec poésie et solennité. Que dire d'autre, à part que c'est une franche réussite? Avec Rush, Ron Howard porte à l'écran un biopic dans l'univers des courses automobiles absolument fabuleux. La mise en scène au ras du bitume est grisante, les acteurs s'en donnent à cœur joie et le duel que se livrent les protagonistes, Chris Hemsworth et Daniel Brühl, est savoureux. L'atmosphère est électrique, les moments de tension saisissants et l'histoire tient bien en haleine. Un divertissement efficace à voir sans modération en somme. Défendu à l'écran par Brie Larson et Jacob Tremblay, Room est un huis clos passionnant, glauque et sordide, mais d'où émerge un optimisme inattendu et salvateur. La mise en scène ingénieuse permet de retranscrire toute l'âpreté des situations et le sentiment d'emprisonnement qui en découle. C'est tragique et beau à la fois, magnifiquement interprété et au concept super accrocheur. À voir, et on prend peu de risques à finir déçu. Spider-Man New Generation de Bob Persichetti et Peter Ramsey a été une révélation à mes yeux. Un film d'animation autour de l'univers de Spidey complètement dingue et sortant des sentiers battus. C'est super fun, avec des personnages très attachants issus du multivers et avec des environnements variés et colorés. Bref, une relecture de cette figure mythique qui donne un sacré coup de vieux à toutes les autres versions sorties en prise de vue réelle. On enchaîne avec un autre film international. Bon, on va pas aller bien loin parce qu'on va se poser à côté de chez moi, en Belgique, devant l'excellent Alabama Monroe, est sorti en 2012. Et réalisé par Felix van Groeningen. Et je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'aime bien le prononcer comme ça, Felix van Groeningen. Groeningen. Il s'agit d'une histoire d'amour intense et passionnelle, sur plusieurs temporalités, avec au milieu une petite fille malade, dans l'arrière-pays flamand et, en toile de fond, l'amour de la culture américaine. Le couple est charnel, passionnel et tellement vivant, revendiquant une liberté de corps et d'esprit dans un mode de vie atypique, où la part belle est laissée au bluegrass, une forme de musique country. La musique, justement, parlons-en. Elle est un partage salvateur, mais aussi un simple moment de divertissement et d'introspection comme une sorte de parenthèse hors du temps et affranchie de la pesanteur du monde. Cet aspect hors du temps est renforcé par une très belle photographie, sobre, aux accents de la campagne flamande, coincée entre deux âges. Le film interroge sur le deuil comme sur la force de l'amour, à travers une construction narrative intimiste au plus près de ses personnages, magnifiée par un éclairage soulignant parfaitement la mélancolie, l'angoisse ou la douleur des corps et des visages. On y découvre leurs fêlures, leurs instants de rage et de désespoir, avec une telle authenticité qu'on se sent emporté par une spirale d'émotions contradictoires dont on ne peut sortir totalement indemne. Le jeu des acteurs est poignant. Ils sont tellement justes et sensibles qu'ils m'ont touché en plein cœur. En plus, si on aime le bon son aux allures un peu folk, franchement ça le fait. Alors je ne saurais trop vous recommander cette petite pépite, un peu tristounette c'est vrai, mais tellement belle et sincère. Je vais revenir à présent sur un film d'animation, et pas n'importe lequel. Probablement le meilleur film d'animation à mes yeux de la décennie. Et oui, vous l'avez probablement deviné, il s'agit bien de Toy Story, de Coco, de Leon Critch et Adrian Molina, est sorti en 2017. Une odyssée féerique au Mexique au moment de la fête des morts. Dans la famille d'un jeune garçon qui a banni la musique de sa vie. Mais vous savez quoi? Le héros joue de la guitare et chante en secret. Et ça va vraiment pas plaire à tout le monde dans la famille. Cette comédie dramatique fantastique est passionnante et s'adressera à toute la famille. Les dessins sont bourrés de couleurs et chatoyants. C'est beau et parfaitement animé, avec une myriade de détails et d'éléments visuellement recherchés.
Les personnages sont extrêmement attachants, on a le jeune garçon, insouciant et courageux, avec une tête sympa, avec qui on a obligatoirement envie de devenir ami. La mamie attachante, qui donne son nom au film, au charisme incroyable. Franchement, regardez cette tête, comment ne pas craquer et ne pas avoir envie de la prendre dans ses bras? Et les personnages secondaires sont tous excellents, parfois drôles, parfois touchants, mais ils ont tous quelque chose bien à eux et une véritable personnalité reconnaissable. Quant au scénario, s'il est assez classique dans ses propositions de fond, est relativement mature pour le public visé, et plaira donc même aux plus grands. Les musiques, aux sonorités sud-américaines, sont entêtantes et très variées. La mise en scène virevoltante nous emmène dans les environnements originaux du Royaume des Morts et d'un Mexique campagnard pittoresque et ruisselant de formes et de mystères. Bref, c'est touchant, bien construit, cocasse, drôle et très référencé. Ça plaira au plus grand nombre, ça divertira et en même temps fera réfléchir. Et des fois, ça fait du bien de réfléchir quand même quand c'est juste devant un bon dessin animé. Alors c'est pas un rêve? Vous êtes vraiment tous là? Bon, je sais pas pour vous, mais après tout ça, je me ferais bien une petite session de mentions honorables, non? 12 Years a Slave de Steve McQueen est un superbe récit historique, à la fois violent, dérangeant et nécessaire. La peinture d'une plantation d'esclaves dans le sud d'une Amérique du milieu du 19e siècle est sidérante de réalisme et de détails sordides. Le sort des personnages m'a hanté pendant des semaines, et j'en suis sûr, ne vous laissera pas non plus indifférent. D'autant que les acteurs sont extrêmement bons, et que la reconstitution historique est minutieuse et de qualité. Donc à voir, même si, en vérité, ça n'est pas facile à regarder. Ryan Gosling a éclaté au grand jour aux yeux du grand public avec sa prestation magnétique dans le monumental Drive de Nicholas Winding Refn. Et ça se comprend, tant l'ensemble est une réussite, autant sur le plan esthétique que visuel ou scénaristique. Pour couronner le tout, le jeu d'acteur est parfait, tout en sobriété et en élégance. L'histoire maintient son intérêt jusqu'au bout et la dernière partie du métrage est juste fantastique. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, ça roule jusqu'au bout. David Fincher a réalisé une filmographie pratiquement sans tâche, et Gone Girl passe pour l'une de ses œuvres parmi les plus réussies. Le scénario est excellent, entre thriller haletant et satire sociale corrosive. Les acteurs incarnent à la perfection un couple à l'allure idéale, et pourtant rongé de l'intérieur. La mise en scène est scrupuleuse, et la photographie constitue un condensé de merveilleuses trouvailles. Bref, si je ne l'ai pas inclus dans mon top définitif, ça s'est joué de peu. Et il se serait retrouvé probablement en 11e ou 12e place. Si David Fincher est un maître qui domine son art, il se dispute la suprématie avec quelques autres et assurément Jonathan Nolan est l'un de ceux-là. Et avec son Inception, il a frappé un énorme coup. Pour beaucoup d'entre vous, je le sais, ce film se trouvera facilement dans le top film de la décennie. Et des arguments solides, cet incroyable métrage de science-fiction n'en manque décidément pas. Les effets spéciaux sont juste hallucinants, avec une gestion de l'espace tout simplement jamais vue auparavant. Le scénario est impeccablement construit et réserve son lot de mystères encore aujourd'hui non élucidés. Et le casting réunit quelques-uns des meilleurs acteurs de leur génération, et en plus d'être pléthorique, il permet de donner corps à une histoire fascinante. Si bien que je ne peux que vous conseiller cette histoire d'un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Dans la suite de cette liste, encore deux films que je ne peux pas totalement départager, car ils étaient présents tous les deux dans les meilleurs films internationaux de l'année 2019, en première position. Déjà. Et puis je leur avais même consacré à chacun un avis ciné express. Je veux bien évidemment parler de Joker et Parasite. Donc, pour apporter un peu de variété à cette vidéo, je vais vous repasser quelques extraits de ce que j'en disais à l'époque. Et on se revoit juste après pour quelques nouvelles mentions honorables. Quand Harry, un ami qui vous veut du bien, rencontre Mademoiselle de Park Chan-wook, se fait ingurgiter par Almodovar puis recracher par le cinéma de John Bong, ça nous donne Parasite. Une famille de pauvres Coréens vit de menus larcins, petites arnaques et entourloupes, jusqu'au jour où un vieil ami du fils de la maison propose à ce dernier de devenir professeur particulier d'anglais auprès d'une riche famille. Très vite, le jeune homme sent le bon filon financier, et la famille va alors tout faire pour tirer un maximum d'argent de cette famille trop parfaite et innocente.
Donc, dans un premier temps, en ce qui concerne mon ressenti global, vraiment, j'ai passé un très très bon moment de cinéma, comme j'en avais plus passé depuis un moment. C'est-à-dire que y a des bons films qui sortent au cinéma, il y a aussi voilà, des films beaucoup moins aboutis, mais là, on a vraiment la patte d'un auteur qui est reconnaissable, on a vraiment le sentiment d'avoir un objet cinématographique abouti, travaillé et réfléchi de A à Z, que ce soit en termes d'écriture, de mise en scène, le travail sur la direction des acteurs aussi, parce que les acteurs sont très très bons, ils sont très justes, il y a une atmosphère qui navigue entre le burlesque, mais également la tension dramatique et quelque chose de très sombre et à certains moments très étouffant. Donc vraiment, une belle surprise. Est-ce que c'est une claque? Est-ce que c'est une grosse claque? Alors c'est une claque, voilà. Est-ce que c'est une grosse claque? Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié et ça fait du bien de voir ce genre de film, ça fait du bien. Verdict, une franche réussite, malgré quelques longueurs. L'histoire est maîtrisée, la tension dramatique qui monte crescendo atteint un point de non-retour jouissif, créant un malaise pour le spectateur, mais aussi les conditions propices à une comédie à l'humour noir grinçant et transgressif. La moralité et la bien-pensance sont bafouées avec délice, et la galerie de personnages est passionnante à découvrir, et à suivre dans une spirale infernale de névrose et de folie mêlée. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le film, mais je vous laisse le soin de découvrir tout ça par vous-même. Pour ma part, oui, j'y vais. Je vais être franc avec vous, Joker, c'est le film que j'attendais le plus cette année, depuis que j'avais découvert et analysé la première bande-annonce en avril dernier. Mais j'avais un peu peur, parce que les premiers retours critiques semblent tout simplement dithyrambiques. Le film a même chopé le Lion d'Or à la Mostra de Venise, donc j'avais peur d'être déçu tout simplement en allant voir le film, parce que vous savez comment ça se passe. Quand on vous dit que c'est génial sans arrêt, et vous après derrière, vous êtes déçu. C'est ce qu'on appelle un effet de cadre, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire qu'on va orienter votre avis ou vos futures décisions en travaillant en amont votre cerveau, en vous disant ça c'est bien, mais ça c'est de la merde. Et du coup vous, dans votre tête, même inconsciemment, vous êtes influencé par ça en fait. Et écoutez, malgré ce biais cognitif, j'ai pris une énorme claque. Et je crois qu'on en voit même encore la marque, vous voyez. Au début des années 80, Gotham City s'enfonce de plus en plus dans la criminalité, la pauvreté et la corruption. Et alors que les inégalités se creusent, Arthur Fleck, fils à maman perturbée, est confronté à la violence du monde, aussi bien au travail que dans sa vie personnelle. Inexorablement, celui qui deviendra le Joker laissera libre cours à ses pulsions, s'affranchissant de ses chaînes mentales, mais aussi des règles morales et sociales. Alors, pour vous faire part de mon ressenti, c'est très simple, hein. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Alors, je suis allé voir pas mal de films, quand même, pour celles et ceux qui suivent l'actualité sur la chaîne, vous savez que je suis allé voir beaucoup de films, et franchement pour moi c'est l'un des meilleurs films de l'année tout simplement. C'est un film assez incroyable, assez intense en fait, où on n'a pas le temps de s'ennuyer, pourtant il y a des petits moments où le rythme est un peu plus lent, etc. En tout cas ce qui se passe à l'écran est juste bluffant, et je crois que le film doit beaucoup à la prestation de sa vedette, ici donc je parle pas de Robert De Niro, je parle bien de Joaquin Phoenix, dans le rôle du Joker. Franchement il nous campe un Joker qui a une intensité dramatique assez exceptionnel, et franchement à des moments je me disais il me fait oublier Heath Ledger dans The Dark Knight, parce que franchement c'est deux versions alors complètement différentes, mais c'est vrai que comme il s'est inscrit dans la pop culture on va dire d'une façon assez profonde, eh bien on a forcément Heath Ledger en tête, et ici on a un Joker totalement différent qui propose quelque chose d'unique, quelque chose de particulier, quelque chose qui lui est propre en fait, qui est propre à Joaquin Phoenix. Et vraiment c'est une partition qui est juste incroyable. En effet, l'écriture du personnage est travaillée, tant dans sa psychologie, à la fois torturée, touchante et pathétique, que dans son expression physique, à la fois sèche, nerveuse et décharnée. C'est un film qui va créer une ambiance qui est à la fois sombre, une ambiance qui est un peu désillusionnée, une ambiance où on se dit ah il fait pas bon vivre dans ce Gotham City là en tout cas. Ça retranscrit un Gotham qui est crasseux, un Gotham qu'on reconnaît et qui en même temps fait vraiment penser à des villes comme New York, bien évidemment, puisque c'est largement inspiré de New York. Sans vous spoiler le film, je ne peux éviter d'aborder l'aspect transgressif de l'œuvre. On a en effet droit à une véritable réflexion autour de la fracture sociale entre riches et pauvres et une critique de la société du spectacle. Même si, dans ces deux aspects, le film aurait gagné à plus détailler, théoriser ou encore contextualiser l'ensemble. En tout cas, l'incompréhension réciproque qui émerge des dissensions sociales demeure fascinante.
La narration, notamment autour des personnages secondaires en général, est assez décousue, c'est vrai, mais n'entache en rien la qualité d'un long métrage absolument hypnotique et passionnant. Verdict, pas le brûlot transgressif qu'on était en droit d'espérer avec la fin du film, mais un long métrage très bien construit, violent et viscéral, touchant et intime, autour d'une figure culte de la pop culture super-héroïque, interprétée avec brio, réalisée avec une maestria autorisante dans des environnements bien réels et soutenue par une bande-son brillante. On obtient là tout simplement l'un des meilleurs films Marvel et DC, tout univers confondu, depuis oulala, très longtemps. Et même l'un des meilleurs films tout court de l'année. Alors oui, c'est un événement et j'y vais. Bon, encore un David Fincher, quand je vous dis que ce mec est incroyable. Encore un film qui le prouve aisément. The Social Network, au sujet de la création de Facebook, est un film qui frise la perfection dans sa forme. Que ce soit de par son esthétique agréable à l'œil, sa mise en scène gérée au détail près, ou sa composition des plans géométriquement parfaite. Tout confine au génie. L'histoire est prenante et les acteurs sont au sommet de leur art. C'est un plaisir de voir Jesse Eisenberg camper le milliardaire Mark Zuckerberg avec autant de justesse. Bref, un incontournable tout simplement. Mademoiselle de Park Chan-wook est un peu la Rolls-Royce du film historique sud-coréen. C'est beau, un peu contemplatif, à la narration déliée et au rebondissement travaillé qui n'aurait rien à envier à un David Fincher par exemple. Les images sont magnifiques et tout participe à créer des ambiances soignées, de la qualité des décors aux costumes, en passant par les environnements nombreux et variés. Les comédiens sont remarquables et l'écriture des personnages est tout en nuances et en retenue. Bref, du grand art à tous les étages. Véritable surprise et petite bouffée d'air frais dans la comédie française, Libre et assoupi de Benjamin Gage m'a parlé comme peu de films de cette décennie ont su le faire. Peut-être parce que je me suis énormément reconnu dans cette histoire de jeune trentenaire insouciant, surdiplômé et en quête de sens dans sa vie. Les acteurs suscitent beaucoup d'empathie et de sympathie, l'histoire est touchante, les musiques entraînantes et la fraîcheur qui transpire de l'ensemble renforce cet aspect feel-good bienvenu et omniprésent. C'est drôle, parfois absurde, mais c'est sincère et tout simplement beau. Donc là aussi, je vous recommande de voir ce film sans hésitation. Qu'est-ce que tu fous en slip? Je suis slipiste. Vous étiez en slip dans un musée? Allez, on poursuit cette liste de films de la décennie avec une ode à l'autre Police, celle qu'on ne voit jamais et dont on n'entend jamais parler des accomplissements. Police de Mai Wen, sorti en 2011, avec notamment au casting Marina Foïs et Joe Starr. On suit le quotidien de la brigade des mineurs et on se plonge dans les coulisses d'un monde méconnu à travers une œuvre immersive où le sordide la joue à cache-cache avec l'humanité. On y assiste aux dissensions au sein même de la police, à ses clivages politiques et sociaux. L'ordinaire de policiers, tous très différents, leur coup de force, leur coup de sang ou leur coup de cœur. J'ai 8 gus, on doit couvrir Belleville, on a 2 bagnoles. Shit. Le jeu d'acteur, organique, authentique et réaliste à la fois, permet d'avoir le sentiment d'être dans une sorte de grande famille, turbulente mais à laquelle on s'attache. Et le casting prestigieux d'acteurs français y contribue aussi énormément. À tel point qu'on a parfois l'impression que les acteurs ne jouent pas, et d'être juste là avec eux, au milieu d'eux. Ce côté documentaire, presque naturaliste, s'exprime bien sûr par de la caméra à l'épaule, ou encore par beaucoup de longues séquences capturant les visages en gros plan et livrant les expressions, même minimes, des protagonistes aux spectateurs absorbés par le naturel de ce qu'il est en train de voir. La mise en scène est renforcée aussi, par exemple, par l'effet où vous allez avoir des lignes de dialogue qui se chevauchent souvent, mais ne rendant jamais l'ensemble ni cacophonique ou confus, mais simplement réaliste. En un mot, on obtient un film choral qui transpire l'humanité dans un monde où espoir et fatalité se mêlent, et où la vie de famille et la vie professionnelle se mêlent également. On a maelstrom de douleur, de joie, de promiscuité, d'humour aussi, mais sans jamais faire dans le misérabilisme. Car oui, malgré l'univers qu'il dépeint, Police donne à voir aussi de l'humour, dans ses répliques, dans l'attitude de ses protagonistes, ou dans certaines situations gênantes. Et on se surprend à rire parfois de l'incongruité de certaines situations, avec une bienveillance non feinte et un amour infini de l'autre. C'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Avant le dernier titre de cette liste des meilleurs films de la décennie, je vais vous proposer une nouvelle petite salve de mentions honorables. Et profitez-en bien parce que ce sera... la dernière.
Xavier Dolan est un réalisateur atypique dont le style de réalisation peut s'avérer parfois très clivant. Et avec Mommy, bon sang, qu'est-ce qu'il balance au visage du spectateur? Une tranche de vie d'une famille dysfonctionnelle en marge, au bord de la crise permanente. Les acteurs sont hyper naturels et touchants, le contexte social est dur, et l'histoire, très simple, mise en scène au format carré, hypnotise tout du long. En un mot, un drame social brillant et captivant. Toy Story 3 est peut-être à mes yeux le meilleur de la saga, tout simplement. Les enjeux sont relativement matures pour ce type de film, l'antagoniste principal est génial et hyper nuancé, l'animation est folle, les gags visuels nombreux et très variés, et on prend plaisir à suivre l'évolution des personnages dans une histoire prenante malgré sa simplicité. Je ne peux donc que vous recommander ce chef-d'œuvre de l'animation. Captain Fantastic porte plutôt bien son nom. Non pas à cause d'effets spéciaux démesurés, de monstres surnaturels ou autres, mais parce que c'est tout simplement génial. On prend plaisir à suivre cette famille marginale, mais attachante, qui se confronte à un monde formaté, dont les valeurs défendues sont complètement différentes des leurs. C'est finement écrit, très intelligent dans ses réflexions et les thématiques développées. Et c'est une critique anti-système d'une justesse rare. Alors n'hésitez vraiment pas si vous aimez ce genre de film, vous allez facilement y retrouver votre compte. Allez, il est enfin temps de conclure ce top des 10 meilleurs films de la décennie selon moi, que je ne peux pas ou ne veux pas départager, désolé. Mais cette fois, il s'agit d'un diptyque très connu des férus d'action et de baston à la John Wick. Je veux bien évidemment parler de The Raid 1 et 2. Les deux thrillers britannico-indonésiens d'arts martiaux réalisés par Gareth Evans, et dont le premier volet est sorti en 2011. Ah, ça m'a mis une énorme claque au ciné à l'époque. J'ai encore la marque ici, vous voyez ? Et dont la suite, The Raid 2 Berandal, est sortie en 2014. Oh, la claque a été tout aussi monumentale. Ah, ce combat final. Mais là où c'est très fort, c'est que je m'attendais à une telle claque, alors que pour le premier opus, la surprise était totale. Le premier The Raid, appelé aussi The Raid Redemption, est un huis clos d'action où un jeune policier d'élite pénètre avec une escouade aguerrie et organisée dans un immeuble dont il souhaite déloger un redoutable trafiquant. Mais alors que la mission se déroule plutôt bien, ils finissent par entrer en conflit ouvert avec les habitants. Et les événements prennent alors une tournure dramatique et ultra violente, soit dit en passant. Mais heureusement, Rama, le policier d'élite, se bat comme un chef. Et croyez-moi, il va bien avoir besoin de ses compétences. Le film est un concentré d'action brute, spectaculaire et violent. Rien, ou presque, ne nous est épargné. Jugulaires arrachés, membres déformés et maltraités, gueules défoncées et giclées généreuses de sang sont au programme. Et le pire, c'est qu'on en redemande. La faute a une précision chirurgicale dans la mise en scène des chorégraphies de combat. C'est simple, dans son essence, c'est du cinéma d'arts martiaux hongkongais modernisé. On sent l'influence des films mythiques du genre. Ça voltige, ça saute, ça court, ça transpire, ça nous emporte dans un tourbillon d'adrénaline et d'émotions pures. Le scénario est très basique, mais d'une efficacité redoutable. Les personnages sont très charismatiques et mettent leur talent de combattant hors pair au service d'une réalisation maîtrisée, inventive et immersive. On a droit à de la tension, de l'émotion et quelques rebondissements de situation plus que sympathiques. Alors oui, le jeu d'acteur est pas exceptionnel, mais c'est pas ce qu'on attend de ce film. Et c'est suffisamment prenant et étouffant pour qu'on y trouve son compte. C'est un classique du genre et c'est super violent. On pourra pas dire que je vous ai pas prévenu, hein. Allez, on passe au petit frère. The Raid 2 Berandal, dont le terme signifie délinquant en indonésien, est la suite directe du premier volet. Mais genre, vraiment direct en fait, hein, parce que ça commence littéralement à la fin du premier. Ce deuxième opus, s'il s'inscrit donc dans la logique de son prédécesseur, avec son lot de gunfight, de courses-poursuites, de combats vertigineux et parfaitement orchestrés, se détache pas mal de son aîné par plusieurs aspects, notamment en termes d'ambition narrative et d'enjeux dramatiques. Ici, Rama est recruté par une cellule incorruptible de la police et se voit confier la mission d'infiltrer un important syndicat du crime.
Il va donc frayer avec des gens peu recommandables et affronter des adversaires de plus en plus coriaces. Il mettra ainsi en péril sa propre vie et celle des gens qu'il aime. Alors que dans le premier, l'histoire était un peu bateau et prétexte, ici on a droit à un vrai scénario complexe et hyper dense. Peut-être même trop dense parfois, hein. Si bien que parfois on peut trouver le temps un peu long entre deux énormes scènes d'action. Parce que oui, heureusement, le long métrage regorge de scènes d'action particulièrement intenses et sanguinolentes. On ressent toujours cette ingéniosité dans la mise en scène, ultra dynamique et dépouillée le plus possible de plans de coupe inutiles. Les adversaires principaux sont hyper charismatiques, ont l'air vraiment dangereux et impitoyables. Et franchement, Rama en prend plein la tronche et on s'inquiète à plusieurs reprises pour lui. Bref, ça renouvelle l'univers mis en place dans le premier The Raid, ça en conserve les fondamentaux, mais ça explore de nouveaux horizons plus profonds, sans totalement convaincre dans ce compartiment. Mais bon, ça reste tellement efficace et tellement immersif dans les scènes de baston que, bon, ça rattrape complètement les quelques faux pas et le manque de rythme du film. Et après tout, pour moi, les deux The Raid sont indissociables. Donc c'est pourquoi je les juge ensemble en fait, et qu'ils se retrouvent sans problème tous les deux dans mon top film de la décennie 2010-2019. Et voilà, j'espère que ce top film de la décennie 2010-2019 vous a plu, et que vous avez peut-être découvert quelques pépites, et aussi faites-moi part de votre propre top, de vos trouvailles, de vos surprises, ou même de vos déceptions, on en débattra ensemble. Je pense peut-être faire un véritable avis Ciné Express pour chaque film présent dans mon top, mais dites-moi simplement en commentaire si cette idée vous intéresse. Et j'en profite pour vous inviter à liker et à partager cette vidéo si ça vous a plu, et aussi à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne, et à aller voir mes autres vidéos, comme par exemple ce top 7 des films de voitures qui roulent sur Fast and Furious. Je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.